C'est là. Salut tout le monde. Merci d'être là, même s'il y avait Farah Alibé au 6e étage. Quelqu'un de la NASA, ancienne poli, 2 anciennes polis, mais pas à la NASA. On comprend nous avons choisi choisi. ici. Fait que, Simon Bellemare, je suis ingénieur de solutions chez Zscaler. On vient vous présenter aujourd'hui parler un peu de nous, mais surtout parler de Zero Trust. Exactement la même chose, j'étais à Poly aussi, donc les 2 gradués de Poly, on va parler un peu de nous, on va se présenter rapidement, puis ensuite on va tomber dans la matière. Excellent. L'agenda d'aujourd'hui, vous allez nous entendre parler un peu de notre background, notre parcours depuis Poly jusqu'à où est-ce qu'on est aujourd'hui. On va parler des réseaux d'entreprise, on va parler des architectures d'entreprise, j'aime ça dire dans la vraie vie, parce qu'il y a ce qu'on apprend souvent à l'école, puis ce qui se fait vraiment rendu en entreprise, comme vous allez travailler pour une compagnie qui doit mettre en place des réseaux, connecter ses utilisateurs, les sécuriser. On va parler vraiment de l'architecture Zero Trust. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on démystifie ça? Et on a quelques minutes à la fin sur forward-looking, ce qui s'en vient devant nous, ce que l'avenir nous réserve. Puis on va prendre des questions aussi à la fin, on va garder du temps pour les questions. Ouais. Ça va vous choquer. Je pense qu'on a mis ce que l'avenir nous réserve. Ça va choquer les gens qui s'en attendent pas un peu. Ça va être cool. Fait que je vais commencer. Donc, comme je l'ai dit, diplômé de Polytechnique au bac en génie électrique. Donc, en promo 139, c'est mon bac de graduation. Donc, c'est en 2015. Ça fait 8 ans de ça. J'ai fait mon bac en génie électrique 3 ans, puis après ça, j'ai fait de la concentration aérospatiale. Est-ce qu'il y a un génie électrique ici? Non. Info? Log? Qu'est-ce que j'ai pas nommé? Géo? Ah, OK, salutations. Super. Génie électrique, et j'avais pas d'intérêt vraiment pour la cybersécurité ou la réseautique ou tout ça, pour être honnête. Je me suis lancé là-dedans parce que mon père est un peu dans ce domaine-là, travaillait chez Vidéotron comme technicien, donc j'ai été un peu dans le milieu. Puis quand je suis gradué de Poly, mon premier emploi, ça a été dans ce domaine-là. Donc chez Cisco, la plus grosse compagnie d'équipementiers de réseautique, qui font des routeurs, des switches, du Wi-Fi, tout ça. J'ai travaillé là. Mais pendant mon parcours à Poly, je me suis impliqué dans une société technique qui est la formule, qui s'appelait Poly Racing à l'époque, qui est la formule SAE, la voiture électrique de course. Donc, il y a la voiture solaire, je pense qu'il est encore Esteban, la voiture SAE, qui avait 2 à l'époque. Moi, j'étais dans les premières moutures où il y avait la voiture électrique. C'était une voiture à essence et électrique. On a lancé l'électrique ensemble. Beaucoup d'implications de temps passé à l'extérieur des cours dans cette société technique. Ceux qui regardent, ça vaut-il la peine d'aller dans une ST si vous avez de l'intérêt? 100%, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Puis j'ai fait 2 stages, aucunement reliés avec la cyber encore ou la réseautique, mais un chez Bombardier Transport puis un chez Novabus, donc vraiment dans le transport électrique. Mon bac était vraiment orienté dans les transports électriques, puis j'ai fini en réseautique et en cybersécurité. Comme quoi, pas nécessairement se limiter dans nos intérêts versus ce qu'on pense faire plus tard. Donc, comme je l'ai dit, après le bac, j'ai signé un contrat pour rentrer chez Cisco comme ingénieur de solutions. Donc, vraiment rentrer dans le côté qu'on appelle l'ingénierie de vente. Donc, c'est souvent très peu connu. En tout cas, moi, c'était pas quelque chose que j'avais côtoyé quand j'étais à Poly. C'est vraiment d'être un ingénieur qui est dans les équipes de vente des entreprises qui ont des produits là, essentiellement à vendre à d'autres entreprises. Donc, on peut penser dans n'importe quel domaine, une entreprise qui fabriquerait, par exemple, de la tuyauterie, puis qui a des projets d'ingénierie civile où ils ont besoin de tuyauterie, c'est un ingénieur probablement de vente qui va faire les calculs techniques pour ce genre de projet-là. Dans notre cas, c'est de l'ingénierie de vente, c'est-à-dire c'est de vulgariser la technologie que notre employeur, qui est Zscaler, fait, qu'est-ce qu'ils font comme technologie, puis comment est-ce que ça s'applique quand on va rencontrer un Bombardier, quand on va rencontrer un Honeywell, quand on va rencontrer un Desjardins, puis leur expliquer ce que c'est. Donc, on est vraiment un vulgarisateur, si on veut. Donc, c'est mon rôle depuis 8 ans. Donc, je suis dans ce domaine-là depuis 8 ans, puis 1 an en cybersécurité chez Zscaler. S'il y en a qui veulent connecter sur LinkedIn, vous allez avoir le deck aussi. Si vous voulez me rejoindre par la suite, code QR ou le lien directement pour me retrouver. Si vous voulez me parler de n'importe quoi, ça me fera plaisir. Ça va.
Ouais, désolé, certains de mes slides sont en anglais parce que des fois je présente en français, des fois je présente en anglais. Fait que je vais parler en français, j'ai des slides qui sont en français, j'ai des slides qui sont en anglais. Si vous ne comprenez pas, laissez-moi savoir. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les Forces armées canadiennes à 16 ans. Donc, à 16 ans, j'ai décidé, ouais, je vais aller faire ça. C'était une bonne décision. Je pense que c'est quelque chose qui m'a amené une visibilité que plein d'autres personnes n'ont pas le champ d'ingénierie, mais aussi comprendre c'est quoi une menace, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça vient d'où, puis comment on peut caractériser ça. Fait qu'il y a beaucoup de connaissances que j'ai eues là-dedans que je n'aurais pas pu avoir en entreprise. Fait que pour moi, je trouve que ça a été une super belle expérience. C'est vraiment durant la guerre, la première guerre, malheureusement. Souvent, je disais comme la guerre en Ukraine, maintenant, c'est comme la première séquence, en 2015, que là, j'ai commencé à voir, OK, les attaques cyber, c'est réel. Parce que la Russie avait attaqué avec le malware Black Energy sur la grille électrique en Ukraine. Ça avait shut down la grille électrique pendant quelques heures, quelques jours. Puis moi, quand j'étais dans les forces armées canadiennes, j'avais analysé, en fond, l'impact de ça. Puis je trouvais que c'était impressionnant parce que tu peux tirer des balles, tu peux lancer des missiles, ça ne veut pas dire que tu vas tout shut down la grille électrique pour un pays au complet en quelques heures. Ben, ils ont été capables de faire ça. Donc pour moi, ça a été le tournant à partir de 2015. Et je me suis dit, ben, ce que je vais faire, c'est de la cybersécurité, puis je vais continuer. Puis je n'ai jamais arrêté, en fait, dans cette veine-là. J'ai été à Polytechnique, j'ai fait le bac en cybersécurité. À l'époque, c'était même pas un bac, en fait, j'avais fait 2 certificats, puis là, ils ont comme créé le bac, j'ai fait le troisième, j'ai eu le bac. Ensuite, j'ai été faire une maîtrise en ingénierie en France sur l'ingénierie des systèmes complexes, puis comment sécuriser des systèmes complexes, donc des systèmes informatiques, des systèmes SCADA, des IoT. Puis c'est dans le fond, au dernier projet, dans le fond, là où j'ai dû écrire un papier que j'ai commencé à faire Zero Trust Architecture. C'était quelque chose que Google avait commencé à faire il y a à peu près 10 ans. Toutefois, il y avait des limites techniques. Donc, le Zero Trust, c'est quoi? On va vous en parler. Puis c'est vraiment pas un pitch de vente pour notre compagnie, mais c'est parce qu'on travaille les deux pour une entreprise qui fait ça, puis on s'intéresse à l'architecture, à la sécurité. Puis c'est pour ça qu'on travaille là. Je m'intéresse beaucoup aussi à la protection des renseignements personnels. Donc, des fois, je parle de la loi 25 de GDPR, de FIPEDA. Donc, des sujets comme ça, pour moi, ça me touche beaucoup parce que ça ne sert à rien de protéger les systèmes informatiques qui n'ont pas de données critiques, qui n'ont pas de données importantes, en fait. C'est ça, souvent, que les gens, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils se disent « Ah non, c'est vraiment important, il faut tout sécuriser ». La réalité, c'est que des fois, on s'en fout. C'est comme s'il n'y a rien à protéger, ben, les contrôles vont être en fonction de ce que tu as à protéger. Puis ça, c'est toujours le cas dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Puis je suis un fan de tout ce qui est MITRE ATT&CK, tout ce qui est Zero Trust Architecture. Donc, j'ai plein de livres de ça. Puis c'est vraiment... C'est un peu malaisant. Là. Je suis vraiment nerd là-dessus, mais c'est vraiment ce qui me passionne. Même chose, si vous avez des questions, si vous voulez parler, ça me fait plaisir. J'aide souvent des gens à se trouver des emplois ou à faire des stages. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis toujours prêt à vous aider. Bon, on va pivoter sur vraiment là, vous donner un aperçu de ce qui est l'architecture d'entreprise, comme on l'a vécu, comme on la voit, comme on voit les entreprises avec qui on travaille, toutes les grandes, petites compagnies de ce monde qui bâtissent des réseaux, qui bâtissent vraiment là, leur système informatique, c'est pour servir leurs besoins, pour héberger des données, pour connecter les utilisateurs à des applications. Donc, on va parler un peu de ça, mais Victor voulait faire le parallèle un peu avec ce que vous voyez, ce qu'on voit à Poly, ce qu'on voit en cours, et la réalité. Là. Fait que, souvent, en fait, les gens, ils frappent un mur. Puis peut-être maintenant, c'est un peu moins pire parce que ben, le monde est encore plus connecté, les gens se parlent, donc il y a beaucoup de connexions entre les gens. Mais avant, moi, je me rappelle, puis même toi, à ton époque, ça devait être pire. Quand tu sors du bac, tu sors de la maîtrise, tu as terminé ton éducation, tu penses que le monde est comme ça. Là, tu te retournes et tu vois que le monde est d'une autre façon complètement. Donc là, par exemple, j'ai pris des captures d'écran, je me rappelle, j'écrivais des règles de firewall, je poussais des GPO. J'avais jamais travaillé dans vraiment un SaaS ou en environnement IaaS donc faire des cycles de DevOps, tout ça, pour moi, c'était comme inconnu. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je travaillais sur des serveurs que j'hébergeais localement. Là, chez moi, j'avais comme un espèce de serveur dans mon sous-sol, dans le sous-sol de mon père. Puis, je poussais des trucs là-dessus, puis ça chauffait le sous-sol au complet parce que j'avais aucune idée comment optimiser les choses. Fait que c'est vraiment les expériences que j'ai eues. Puis même si tu pousses la prochaine slide, j'ai pris d'autres captures d'écran de choses que j'ai faites au bac de la maîtrise. Donc, ça sera vraiment exploiter des vulnérabilités sur des sites web vulnérables, créer des architectures réseau avec des switches, des firewalls, des adresses IP, vérifier du code en Java en C qui était vulnérable, essayer de le réparer moi-même. Donc, ça, c'est le genre de choses que j'ai faites plus à la maîtrise, en fait. Mais dans le fond, ça donne un peu une idée de à quoi on était confronté.
Quelque chose qui frappe beaucoup, c'est que vous voyez dans tout ce que je faisais, il n'y avait comme pas de GUI. C'est plate, là, dans un command prompt, puis tu fais juste taper des trucs, puis tu espères que ça fonctionne, puis tu modifies les serveurs de config directement dedans, puis tu espères que ça va fonctionner. Puis tout ça, c'est juste pour donner une idée en fait de où j'étais, qu'est-ce que ça représentait pour moi. Puis ça, je pensais que c'était comme la même chose que j'allais voir en entreprise. Je pensais que c'était la même chose, mais juste avec plus d'ordinateurs, plus de serveurs, plus de DMZ, plus de serveurs syslog, de database, etc. C'est un peu là où j'étais, puis la compréhension que j'avais n'était pas nécessairement la bonne. Donc, ce que vous allez voir en entreprise, souvent, ça va ressembler à ça, en fait. Donc, vous allez avoir des data centers qui sont répartis un peu à travers le monde. Vous allez avoir des VPC, vous allez avoir, en fait, du IaaS dans GCP, Azure, AWS, etc. Les applications vont être hostées là-dedans. Il va y avoir des liens VPN partout, gauche, droite, ça va se connecter, il va y avoir des switches, des firewalls. Ça va être absolument horrible. Vous ne voulez pas voir ça ressemble à quoi pour vrai. Puis même ça, je le trouve simple. J'ai travaillé sur des architectures, par exemple, dans des grandes banques, là, comme par exemple Desjardins avec des assureurs comme Intact. Ils rêveraient d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est à peu près 10 000 fois plus compliqué. Le travail que ça nécessite pour maintenir ça, c'est des centaines et des centaines d'ingénieurs comme temps plein qui ont besoin de travailler là-dessus. Pour vous donner une idée, Bombardier récemment avait signé un contrat d'1 milliard simplement pour gérer son réseau informatique. Donc, même pas faire de changement, même pas améliorer, même pas patcher, vraiment juste maintenir le réseau. C'est des contrats qui vont dans les centaines de millions, dans les milliards, parce que c'est hyper compliqué. Il y a plusieurs problèmes de sécurité qui viennent avec ça. Comme vous pouvez voir, quand tout est interconnecté, c'est très, très, très difficile de valider que les personnes ont le droit d'accéder, par exemple, au serveur AWS, à GCP. Les moyens qu'on apprenait à l'école, des fois, c'était de mettre un firewall, mais le firewall, c'était pas toujours un firewall qui était, comme on dit, stateful, stateless, donc on ne pouvait pas voir, en fait, l'intérieur du paquet parce qu'on ne peut pas faire de déchiffrement. Donc, le déchiffrement est quelque chose qui est très, très, très important que les entreprises sont en train d'implémenter. Pour ceux qui ne savent pas le déchiffrement, ce que c'est vraiment simplement que les paquets, généralement, dans ce monde, peu importe les protocoles, vont être chiffrés. Okay? Qu'on utilise du RDP, que ce soit du HTTPS sur Internet. Donc, la majorité des paquets, la simple différence entre un HTTP et un HTTPS, ça va être le chiffrement. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que tout le trafic est invisible pour l'entreprise. Donc, l'entreprise ne peut pas savoir vraiment il y a quoi dans les paquets. Puis, c'est pour ça, en fait, que l'architecture Zero Trust a commencé à se développer parce que tout ça, c'est difficile à gérer, on ne voit rien. Il n'y a pas de visibilité sur qui fait quoi. Il y a du IP overlap, il y a des VM partout. Les gens ont accès un peu à n'importe quoi. Puis il y avait énormément de brèches qui découlent de ça. Si vous pensez un peu à mettez dans la tête d'un hacker qui veut rentrer dans une entreprise pour essentiellement, là, les types d'attaques ces temps-ci, c'est des ransomware pour aller extraire des données, encrypter les données, demander une rançon. Plus les réseaux sont étendus, plus il y a d'appareils connectés entre eux, plus on a des endroits où on traite nos données, où on a des serveurs qui sont connectés avec d'autres endroits, d'autres centres de données qui hébergent d'autres applications qui sont connectées dans des services cloud. Plus il y a de l'interconnexion, plus c'est facile pour un hacker qui rentre dans le réseau de se déplacer à l'intérieur de ce réseau-là. Et c'est là qui est le problème principal de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour limiter ça? Parce qu'essentiellement, quand on est sur le réseau, à moins qu'il y ait vraiment un pare-feu qui va nous empêcher de bouger latéralement, on a accès à toutes les autres adresses IP sur le réseau. Pas une question. J'ai compris que c'est une architecture que beaucoup de compagnies voudraient. Et aussi qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dessus. Mais c'est quoi l'architecture en termes des personnes? Dans le sens que je pense qu'il y a un vrai niveau d'ingénieur cybersécurité qui est au-dessus. C'est quoi l'architecture en elle-même? C'est une bonne question. En fait, ça varie d'une entreprise à l'autre, mais en général, on va avoir des gens qui vont avoir ce que j'appelle les mains dedans, mais qui vont configurer les différents appareils, les différentes solutions de sécurité, de réseautique et tout ça. Donc, ils vont aller essentiellement faire les changements, se connecter en command line dans les interfaces pour faire les changements, qui sont souvent des analystes en cybersécurité, des analystes réseau. Puis tu as des gens qui ne sont pas nécessairement au-dessus, mais qui vont plus aller avoir des visions d'architecture à haut niveau. Comment est-ce qu'on devrait mettre ça en place? Donc, souvent des architectes qui vont plus travailler au niveau du papier ou des slides PowerPoint, mais de monter vraiment comment ça devrait être sur papier. Donc, après ça, c'est vraiment transposé avec l'analyste qui va prendre ça et va dire, bon, pour que ça fonctionne, je vais faire 32 changements dans l'environnement, puis aller peut-être faire des règles à certains niveaux. Donc, c'est souvent ces deux
C'est deux types de personnes-là qui travaillent sur des architectures comme ça. Et après ça, dans les entreprises, ça monte avec évidemment des directions, des vice-présidences, des CIO, CISO qui ont les responsabilités face à l'entreprise des décisions qui sont prises dans leurs différents départements. Pour un peu s'enlever de la tête, il y a des gens techniques et des gens pas techniques. Souvent, c'est quelque chose qui revenait, eux, ils ne sont pas techniques, on ne comprend pas. Non, des gens qui sont très techniques, mais que leur job, c'est juste pas d'aller taper la config dans l'ordinateur aussi. Et ça, c'est comme des fois, il y a des perspectives d'emploi comme architecte, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Je termine avec cette slide-là. Quand je dis que j'ai des exemples de ça, j'ai scanné l'entreprise il y a quelques semaines, l'entreprise au Québec, qui avait 9800 serveurs exposés sur Internet. Donc, imaginez juste un peu la gestion qui vient de gérer 9800 serveurs. Il en faut juste un vulnérable pour que tu sois victime d'une cyberattaque. Fait que le nombre, des fois, c'est ahurissant. Si on regarde un schéma un peu simplifié, mais quand même réaliste d'une architecture d'entreprise qu'on voit chez les compagnies aujourd'hui, ça pourrait ressembler là, à haut niveau. Ce n'est pas les connexions nécessairement réseau, mais les différentes composantes qui sont impliquées dans les différentes compagnies pour faire fonctionner leur réseau, faire fonctionner leur entreprise essentiellement. Là, c'est probablement très petit, mais j'en ai nommé quelques-uns, mais essentiellement, il y a des utilisateurs qui ont besoin d'avoir accès à des outils à l'interne, des applications, ou à l'Internet si ces applications-là sont hébergées sur l'Internet, sont offertes en SaaS. Mais à l'interne, vous avez différents serveurs qui sont là, certains qui sont des bases de données qui contiennent l'information, d'autres des serveurs qui vont aller fournir le front-end, par exemple. Et là, il faut les sécuriser, il faut avoir des informations de télémétrie, de connectivité, tout ça. Donc, vous allez avoir des différents appareils, par exemple des SIM pour collecter des logs sur tout ce qui se passe avec tous nos appareils qui sont dans notre réseau, on va collecter des logs. On a des firewalls qui vont être disposés à certains endroits pour faire des segmentations en différentes zones réseau. Donc, on va déployer des boîtes physiques avec des ports réseau qui vont vraiment faire une segmentation entre, ça, ce sont mes serveurs qui sont vraiment à l'interne versus un environnement de DMZ qui est plus près de l'Internet. Donc, c'est des serveurs qui ont un autre niveau de protection. Donc, on a plusieurs de ces appareils-là qui vont faire la segmentation dans le réseau. Ça fait beaucoup de points à toucher. Tous les appareils, évidemment, réseaux de réseautique qui sont en place, qui vont prendre les décisions pour router les différents paquets à travers notre réseau. Donc, c'est des points de configuration. Puis après ça, on regarde là, évidemment, depuis 2 ans, travail de la maison. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que nos employés qui typiquement étaient assis dans le bureau travaillaient ici à l'ordinateur puis avaient accès aux ressources, là, on les envoie à la maison parce que la pandémie oblige, je travaille à la maison maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour leur donner les mêmes accès, mais que ça reste sécure? Donc, technologie de VPN. Donc, on se connecte à distance sur les réseaux d'entreprise. Ce que ça fait, c'est qu'une entreprise va vraiment étendre son réseau dans chacune des maisons de ses employés qui travaillent de la maison. Donc, des risques supplémentaires qui sont amenés de ce côté-là, puis de la complexité à gérer. Tu as plein de gens qui maintenant ne sont pas sur ton réseau, ne sont pas dans un bureau, mais qui se connectent à distance. Donc, de gérer ce trafic-là qui rentre dans le réseau, les concentrateurs VPN, tout ça. Donc, il y a beaucoup de composants de réseautique de sécurité qui sont nécessaires pour faire en sorte que les gens puissent juste travailler à la fin de la journée. Tu veux juste que tes employés puissent faire leur travail, avoir accès aux systèmes qu'ils ont besoin, en même temps être sécuritaire, c'est-à-dire de prévenir contre les cybermenaces. Ouais, c'est une chose à se rappeler, là, juste ça, c'est compliqué. N'oubliez pas ça. Mais ça, c'est la réalité. Mais ça, c'est la seule chose que les gens ont été capables de faire durant les 25 dernières années parce qu'il n'y a jamais eu de mention de « Ah, il faudrait peut-être améliorer l'efficacité, il faut juste rajouter ». Donc, il achetait un nouvel truc, il rachetait un ci, il rachetait un ça, un autre serveur, un autre VPN. Fait qu'en bout de ligne, on se commence avec ça. Ça, c'est sans parler de la composante cloud, parce qu'ils n'ont pas pensé, OK, on fait quoi? On a sécurisé notre réseau d'entreprise. Ouais, mais tout le monde travaille dans un SaaS, dans un IaaS. Fait qu'on fait quoi pour tout ça? Est-ce qu'on réplique encore? C'est là où les entreprises sont en ce moment, ils essaient de répliquer ça, puis ils réalisent que ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'ils sont déjà passés de, je ne sais pas moi, 4-5 000 trucs à gérer ici, ils en rajoutent 4-5 000 autres dans le cloud. Des fois, dans chaque cloud, ils vont en avoir 4-5 000 d'autres serveurs. Fait que le nombre de workloads, le nombre de trucs à sécuriser devient à peu près effrayant. C'est là qu'on arrive avec une architecture qui est Zero Trust. Donc, pour réparer un peu le casse-tête, là, ou pour tenter là, de faire en sorte que ce casse-tête-là devienne plus simple à gérer, il y a l'idée d'aller dans une architecture Zero Trust, donc qui est un peu un buzzword qu'on va démystifier un peu ensemble. J'ai pris des stats sur Google Search. Dans le fond, le nombre de fois que ça a été cherché,
les mots Zero Trust ensemble. De 2017 à 2022, donc dans les 5 dernières années, on voit que c'est un trend qui s'en va vraiment en montant. Donc, il n'y avait pas beaucoup, c'était pas vraiment quelque chose qui était discuté en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, le Zero Trust? Les gens n'étaient pas là. Il n'y avait pas les outils technologiques pour se rendre là. Maintenant, c'est le cas. Il y a plusieurs compagnies qui se spécialisent là-dedans. Il y a plusieurs outils technologiques qui se spécialisent dans le Zero Trust. Donc, on voit que c'est de plus en plus googlé. Donc, forcément, c'est de plus en plus connu et mis en pratique. Ce qui est important de comprendre, c'est que Zero Trust, ce n'est pas une technologie, c'est vraiment une façon de penser. Si vous êtes une entreprise aujourd'hui qui fait des affaires, qui avez un réseau, des gens qui gèrent vos réseaux d'entreprise, votre sécurité, de penser en mode Zero Trust, c'est vraiment une façon de penser et non pas, c'est pas une technologie. Tu ne dis pas j'achète de telle compagnie du Zero Trust et je suis Zero Trust. C'est vraiment une façon de faire qui est différente de ce qui a été fait avant, ce qu'on a vu sur la fête précédente. Qu'est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça représente ou de ce que ça devrait faire ou non? Vous avez entendu le terme, j'imagine, peut-être? Zero Trust Architecture, non? Encore un peu? Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est pour ça que au début, je m'étais dit, on va faire quelque chose comme super technique, on va faire un lab. Puis après, j'ai regardé, je me dis, hey, comme toutes les vulnérabilités, tout ça, ça vient d'où, en fait? Comment est-ce qu'on peut attaquer ça à la source? Ben, c'est un truc un peu plus pédagogique, mais je me dis, ça touche beaucoup de gens. Ça va vous toucher le moment que vous arrivez sur le marché du travail. Fait que d'ici, je ne sais pas moi, quelques mois, quelques années, ben, vous allez confronter directement ça. Fait que vous êtes mieux d'arriver avec un bon mindset, de comprendre déjà c'est quoi. Même si vous avez des entrevues, puis vous commencez à parler de ça, ça va être super bien vu parce que ben, c'est le sujet de l'heure, puis tout le monde travaille là-dedans en ce moment, ou presque. C'est bon pour vous, en fait. Il y a différentes organisations, des standards body, donc non NIST, qui est le National Institute of Standards and Technologies aux États-Unis, qui est une organisation reconnue pour établir des standards, vraiment définir différents standards, dont ils ont une publication, la 800-207, qui ont essayé de définir qu'est-ce que ça voulait dire Zero Trust. Donc, pour que la planète se mette d'accord un peu sur une façon de penser, sur qu'est-ce qu'on voulait dire par Zero Trust. Puis, si on la lit, en fait, là, c'est qu'il n'y a aucune confiance qui est donnée à un appareil ou à une personne basée sur où est-ce qu'elle est connectée, basée sur sa provenance, dans le fond, sur quel réseau elle est connectée, et ou basée sur est-ce que j'utilise un appareil d'entreprise ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essentiellement, à Poly, vous avez votre propre, ils ne fournissent pas des laptops, vous avez votre propre laptop, vous vous connectez sur le réseau Wi-Fi de Poly, et Poly va vous laisser se connecter sur leur réseau Wi-Fi, et de là, vous avez des accès Internet, puis vous avez probablement des accès à l'interne aussi dans le réseau de Poly si vous commencez à fouiller un peu. Parce qu'il y a une confiance. En fond, la seule chose qu'on a vérifiée, que Poly a vérifié, c'est voici un nom d'utilisateur, un mot de passe, on sait que c'est Antoine, on sait que c'est Simon qui est connecté. Voilà, la confiance, elle est là. Vous êtes connecté sur le réseau, vous avez les accès. Zero Trust, c'est complètement l'opposé. C'est de dire, c'est pas parce que quelqu'un a un nom d'utilisateur, un mot de passe pour se connecter chez nous qu'on va vous donner des accès. C'est pas parce que si vous êtes travaillé dans une entreprise chez Bombardier qui vous donne un laptop avec lequel travailler pendant votre stage ou quand vous êtes employé, pas parce que c'est un laptop de Bombardier qu'on devrait permettre ce laptop-là de communiquer avec nos infrastructures à l'interne, nos applications. Donc, c'est vraiment de penser, de dire à chaque fois que je peux douter de la personne qui est derrière l'ordinateur, je peux douter de l'appareil qui se connecte à mes applications, à mes serveurs, mais je vais le faire et je vais mettre un contrôle en place. Juste racheter là-dessus. Tantôt, si on recule comme 10 slides dans dans ma maîtrise, j'étais en train d'écrire des règles de firewall et des règles de switch. Si on regardait, c'est toutes des règles avec des IP. Maintenant, les règles, ce n'est pas des IP, c'est des identités. Donc, on ne va pas dire, par exemple, Simon a un IP X, il se connecte d'un ordi corporate ou de son ordi perso, donc je donne accès. C'est qui se connecte, il se connecte avec quoi? Est-ce que son ordinateur est en posture que j'ai envie de le laisser passer? Donc, est-ce que Windows a été mis à jour? Est-ce qu'il y a un antivirus? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que, par exemple, il se connecte à une heure normale aussi? Donc, il y a plusieurs caractéristiques de risque qui sont prises. Puis, toutes les règles ne sont pas basées sur des IP parce que les IP, ça se change. Finalement, je peux me déplacer de local et avoir une IP différente parce que c'est dynamique. Je peux aller dans un autre pays et avoir une IP différente. Je peux aller dans la maison de mon ami et avoir une IP différente. Donc, les IP, c'est dynamique, ça se prouve, ça ne veut rien dire. Mais l'identité qu'on tente de valider, dans le fond, notre identité devrait toujours être la même. Par rapport aux firewalls, comment ça, se connecter à une heure qui n'est pas normale?
Ben, par exemple, il y a des applications, je prends l'exemple d'une banque. Tu es dans une banque, les marchés sont ouverts de 9h30 à 4h30, je pense. Pourquoi tu te connecterais à 6h15? En termes d'employés ou en termes de personnes qui veulent acheter? N'importe qui. Pourquoi tu te connecterais à cette application-là? C'est quoi on pose vraiment le raisonnement à une raison. À une raison valide, vraiment un indicateur de risque. Des fois, il y a certaines compagnies qui décident ben, le dimanche soir, les gens n'ont pas le droit de se connecter, tout simplement. Ce n'est pas une question de mise à jour, c'est une question de risque, parce qu'il n'y a pas d'équipe de sécurité le dimanche soir, il n'y a pas moyen. Fait qu'il y a plusieurs façons de regarder ça, mais généralement, c'est tout basé au niveau du risque, de la gestion des risques. Le fait que maintenant, ça fait à distance le travail, donc je me dis qu'une personne peut se connecter à n'importe quelle heure de la journée s'il veut travailler à cette heure-là. C'est pour ça que je veux dire que si tu connectes par exemple à minuit, donc tu es un night out, etc., et tu te sens bloqué parce que tu t'es connecté à minuit. Et ici, quand tu te dis maintenant que le dimanche, tu ne peux pas te connecter à telle heure parce que tu n'as pas de machine de sécurité, je suis en mode OK, d'accord. Puis, en fait, tu as amené le point, il se connecte tard. Oui, il va se connecter tard. C'est un seul des critères. Il va faire quoi ensuite s'il se connecte tard? Est-ce qu'il va faire les mêmes actions qu'il fait comme d'habitude? Est-ce qu'il va visiter les mêmes sites que d'habitude? Est-ce qu'il reprend les mêmes habitudes? Donc, il y a vraiment une intelligence au niveau behavioral, donc comportement, qui est plus importante que juste il se connecte à quelle heure. Il va faire quoi? Est-ce qu'il fait les mêmes choses? Est-ce qu'il parle à quelqu'un différent? Est-ce qu'il va sur des sites web différents? Est-ce qu'il reste sur des sites web de manière différente? Est-ce qu'il télécharge des paquets qui sont différents, des informations différentes? Donc, c'est vraiment une vue holistique. Puis c'est avec ça, généralement, qu'on va prendre une décision. Puis c'est comme ça, Zero Trust, en fait. Puis quand on regarde, évidemment, c'est une diapositive qui montre l'architecture d'un point de vue Zscaler, ce qui est notre employeur pour qui on travaille qui offre ce genre de solution-là. Mais l'idée là-dedans, c'est de dire que chaque communication entre un utilisateur et un appareil, entre un serveur et un autre serveur, peu importe les flux de communication, ça devrait toujours passer par un seul endroit. Dans ce cas-ci, c'est un service qui est offert dans le cloud. Donc, les utilisateurs se connectent dans le cloud, mais c'est un seul endroit pour toutes les connexions. Ce que ça veut dire, ça, c'est que comme tu vois tout ce qui se passe, c'est plus facile de dire que si tu veux bloquer un accès ou valider des différents comportements, comme Victor disait, que telle personne se connecte à telle application à distance, à telle heure et tout ça, si la personne se connecte toujours via le même service, le même endroit où les politiques de Zero Trust sont appliquées, bien, on va être capable de savoir que 100% du temps, Victor, la seule façon qu'il a pour utiliser son ordinateur de compagnie, c'est de se connecter à travers le service de Zero Trust. Donc, chacune de ces tentatives de connexion va être évaluée, va être loguée. On va être capable de voir à travers le temps quels sont ses comportements. Puis s'il travaille de la maison, s'il va travailler du bureau, s'il est connecté sur son téléphone cellulaire en hotspot parce qu'il est impoli, et puis son mot de passe est du rond, bien, il est capable de continuer à le faire, mais on sait c'est qui toujours. Donc, on est toujours capable de savoir relier à Victor, l'employé de la compagnie, mais on sait toujours qu'est-ce qu'il fait, puis on est toujours capable d'appliquer les mêmes mesures de sécurité ou de restriction d'accès. Parce que son trafic, à la fin de la journée, son trafic réseau va toujours passer à travers le même point, le même endroit où le trafic de réseau est soit permis, soit bloqué. Puis même d'un point de vue, juste son père d'image, ça commence déjà à être plus simple. Parce qu'en fait, tout le monde se connecte simplement juste à une place, à place de se connecter directement entre les serveurs et les utilisateurs. Donc, si on recule, pas si on recule, mais si on regardait l'autre slide, on se rappelle, si c'était le même principe, mais les gens se connectaient direct là, direct entre eux, direct. En fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas une visibilité centralisée sur toutes les connexions, sur toute la sécurité, la gestion des accès, les coupe-feux, les IPS, les IDS, vraiment tout ce qui est sécurité, mais aussi accès réseau. C'était le bordel parce que tout le monde pouvait se connecter où il voulait. Donc là, la différence, généralement, ce qui se fait en fait en 2022, c'est qu'on va mettre un enforcement node ou un enforcement plane, donc une couche de gestion centralisée. Puis tous les contrôles vont être appliqués directement au central. Donc, les gens partent de chez eux, du bureau, du Canada, de la France, de AWS, peu importe c'est où, ils vont se rejoindre dans le milieu, ils vont appliquer tous les contrôles de sécurité liés au Zero Trust. Puis ensuite, ils vont pouvoir se rendre là où ils ont besoin de se rendre. Si on le voit. Exact. C'est toujours une option. Puis on va passer à travers un peu ce que ça faisait la validation. Je vais skipper la slide. Y a-t-il quelque chose que tu veux mentionner sur cette... Ben, ça, c'est un peu... désolé, c'est encore une slide en anglais, là, mais ça, c'est comme les 4 principes que moi, quand j'étais à la maîtrise, dans le fond, j'ai écrit mon papier en lien avec ces 4 principes-là. Donc, si vous voulez penser à Zero Trust, là, prenez ces 4 principes-là et appliquez-les à chaque fois que vous faites une architecture ou à chaque fois que vous pensez réseau, sécurité.
assumez que votre compagnie est déjà attaquée. Il y a déjà quelqu'un dans le réseau. Est-ce que vous prendriez des décisions différentes? Généralement, oui, right? Si vous savez que le gars à droite, là, c'est un ransomware, genre. Ben, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous allez commencer à faut ségréguer cette personne-là sur elle-même, il faut couper ses accès, ben, c'est quand on commence à penser comme ça, en fait, qu'on a le mindset Zero Trust. Deuxièmement, least privilege, donc le moins d'accès possible. Tu ne veux pas que les gens puissent pigner tous les serveurs à gauche et à droite. Ils ne veulent pas qu'ils puissent se connecter à des serveurs dans le cloud qui n'ont pas accès. Donc, le moins d'accès possible. Ensuite, toute la surface d'attaque. Pourquoi tu exposes autant de serveurs sur Internet? Pourquoi tu as autant de serveurs, point? Pourquoi est-ce que tu as autant de workloads qui peuvent communiquer entre eux? Pourquoi tu as des usagers qui peuvent communiquer entre eux? Donc, il y a plein de questions à se poser sur pourquoi on donne autant de surface d'attaque, parce que tout le monde sait, si vous avez déjà fait un hack the box ou des trucs comme ça, des trucs de capture the flag ou des trucs de sécurité, ça commence mal, vous n'êtes même pas capable de pigner la boîte. Ben, c'est un peu le même principe. Souvent, c'est ça que nos clients réalisent que on a de la misère à patcher, on ne peut absolument pas patcher plus vite. Et nous, on leur dit simplement retirer l'accès, dans le fond, retirer la surface d'attaque de l'Internet ou retirer la surface d'attaque à l'interne. C'est une autre façon de penser des fois parce que, surtout en 2022, tout le monde cherche à engager des gens. J'imagine que toutes vous, si vous appliquez demain matin sur un rôle, ça va être assez facile de trouver parce qu'il y a une manque de main-d'œuvre en TI et en sécurité. Puis, dernièrement, le risque, c'est fluide. Tout le monde va se faire ficher au moins une fois. Tous les users vont se faire compromettre au moins une fois aussi. Donc, vous ne pouvez pas assumer que parce que Simon est là aujourd'hui et il a l'air de ça, que demain matin, il va avoir l'air de ça aussi parce que peut-être que ce soir, il va entrer chez lui, cliquer sur un lien, puis ça ne sera pas le même usager. Donc, à chaque seconde, à chaque paquet, l'identité est toujours remise en compte. Donc là, ben, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Comment on applique ça en entreprise? C'est quoi le type de projet qu'on pourrait implémenter avec Zero Trust? Fait que je vous donne quelques exemples. Donc, par exemple, souvent, ce qu'on voit, c'est les utilisateurs vont dire « Ah, mais j'ai un accès VPN, j'ai le droit de me connecter à l'entreprise, je peux accéder aux applications. » Ben là, on va dire « Ben non, le VPN ne devrait pas exister, point, parce que ça donne accès à un réseau. » Tu ne veux pas donner accès à un réseau, en fait. La mentalité derrière le VPN, c'est pas « Je veux donner accès au réseau », c'est « Je veux donner accès aux applications qui sont hostées dans mon cloud ou dans mon data center. » Donc là, on vient couper ça, on se dit « Tu assumes la brèche, tu ne veux pas donner un accès au réseau, tu donnes un accès aux applications uniquement. » C'est tout ce qui compte. Ensuite, même chose. On crée des règles firewall, switch, peu importe, sur des IP. Ben, moi, j'aimerais dire non, tu n'as pas besoin de faire des IP. Des IP, en fait, ça change rien, c'est dynamique. Ça change à chaque jour. Tu peux bouger, aller chez ton ami, changer de réseau Wi-Fi, avoir une IP différente. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire que ton IP elle change. Puis c'est ça, dernièrement, pourquoi est-ce que tu donnes un VPN à tes consultants, tes tiers? Ça augmente ta surface d'attaque parce que tous les VPN, comme on sait, c'est des surfaces d'attaque publiques sur les réseaux Internet. Donc, tout le monde peut aller pigner le VPN d'un matin de Family Tree, de Sobase. Si vous le trouvez, vous êtes tous capables d'aller pigner. Puis, c'est une vulnérabilité, vous êtes tous capables de l'attaquer en même temps. Fait que pourquoi vous donneriez des accès avec les VPN? C'est une façon de ramener Zero Trust à un exemple de la vraie vie. S'il y en a qui ont déjà pris l'avion, ils sont allés à l'aéroport, c'est un peu ça le Zero Trust. Tantôt, je me suis stationné dans le Lassonde, je suis rentré dans Poly. Je n'ai pas eu vraiment de problème à rentrer dans Poly. Là. Les portes sont juste ouvertes. Je suis allé m'installer dans la bibliothèque et je me suis connecté et j'ai travaillé un peu de là. Le temps que Victor arrive avec la pizza. En contraste, essayez de vous rendre à votre porte d'embarquement dans votre avion en faisant la même chose. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Il y a un peu un principe de Zero Trust dans un aéroport. Pour d'abord, je peux rentrer dans l'aéroport, mais aussitôt, la première chose qu'on va me demander, c'est de m'identifier. T'es qui? Tu as besoin d'une pièce d'identité. Je te vois toi, il faut que ça matche avec ton passeport, ta photo. Et on ne te laissera pas passer juste parce que tu as un passeport. As-tu un billet pour aller prendre un vol? Tu ne passeras pas la sécurité si tu n'as pas ton billet qui te dit que oui, tu dois te rendre à tel endroit, tu vas aller prendre tel avion à la gate C68, par exemple, à 11h. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on ne te fait pas confiance juste par ton identité, ça te prend aussi une autre chose. Ça te prend aussi ton billet d'avion. Après ça, tu vas passer la sécurité. C'est pas parce que tu as l'air bien qu'on va te laisser passer avec ta valise. Non, enlève tes souliers, mais enlève ta valise, mets-la sur le tapis, on va faire le scan X-ray, on va voir qu'est-ce que tu transportes. Tu as l'air d'un bon gars, mais on ne sait pas qu'est-ce que tu as dans ta valise, on ne te trace pas plus. Donc, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu transportes avec toi? Et après ça, on va te redonner des papiers. Après ça, tu vas aller à ta gate, puis tu n'es pas au bout de tes peines pour rentrer dans l'avion. On va encore vérifier ton passeport, on va encore vérifier ta carte d'embarquement. On va s'assurer que tu es la bonne personne qui va entrer dans l'avion. Donc, c'est un peu ça le Zero Trust, si on veut, dans un monde
dans la vraie vie, l'utilisation de la vraie vie, c'est de se rendre à son avion à l'aéroport. C'est vraiment là, à chaque fois qu'il y a un point de contrôle, bien, on vérifie tout, puis on s'assure que la personne qui avait passé le point de contrôle A, on vérifie que c'est la même personne qui passe le point de contrôle B. Donc, il y a vraiment une notion de ne pas faire confiance là, quand vous allez prendre l'avion. Ben, c'est le même principe dans l'architecture Zero Trust. Donc, il y a trois gros, si on parle d'architecture Zero Trust, il y a trois gros aspects principaux. Essentiellement, c'est de vérifier c'est qui, l'identité et le contexte. Ça, c'est pour à chaque fois qu'on veut que quelqu'un ou quelque chose se connecte à un autre, à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Donc, essentiellement, un utilisateur qui veut se connecter à une application qui est hébergée sur un serveur. Mais chaque fois qu'il y a une tentative de communication, on veut vérifier c'est qui et dans quel contexte. Donc, on veut voir plutôt ce que ça veut dire. L'étape numéro 2, c'est de contrôler les accès. Donc, est-ce qu'on donne l'accès? Est-ce qu'on ne donne pas l'accès? Est-ce qu'on donne un accès conditionnel? Puis, effectivement, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu? Qu'est-ce que cette personne-là va être capable de faire? Puis, la dernière fois, c'est vraiment de prendre une décision sur est-ce qu'on bloque la transaction? Est-ce qu'on la permet? Tout ça. Donc, c'est vraiment les trois étapes. Puis, si on regarde un peu ce que ça représente, puis vous allez avoir des livres là, pour ceux qui on va en avoir assez, là, mais on a une dizaine de livres ici qui est l'architecture Zero Trust, les 7 principaux éléments d'une architecture Zero Trust. On va les regarder ensemble ici. L'étape numéro 1, c'est de vérifier c'est qui. Donc, vérifier c'est qui, c'est essentiellement, on veut savoir que c'est Victor Deluca qui se connecte, c'est un employé de Zscaler. Il y a un nom d'utilisateur, un mot de passe pour se connecter à sa machine, pour se connecter à un système. On vérifie c'est qui. Peut-être qu'on va lui demander du multifacteur, l'authentification multifacteur, donc d'avoir une notification sur son téléphone pour valider que c'est vraiment lui. Donc, ça, on veut savoir vraiment qui est-ce qui est derrière le clavier. Deuxième étape, c'est quoi le contexte? Est-ce que Victor essaie d'accéder à une ressource à partir de la maison? Est-ce qu'il essaie d'accéder à une ressource à partir du bureau? Est-ce qu'il essaie d'accéder à une ressource à partir de l'aéroport parce qu'il est en déplacement? Est-ce qu'il essaie d'accéder du Canada, d'un autre pays? Donc, c'est de savoir un peu, de prendre en compte, en fait, le contexte parce que le contexte peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Le troisième point, c'est de vérifier qu'est-ce que Victor essaie d'accéder. Donc, il est sur son ordinateur de bureau, il travaille de la maison. On a validé que c'était lui. Il essaie d'accéder son Outlook. Il essaie d'accéder son courriel. D'accord, c'est quelque chose. Il essaie d'accéder à une application à l'interne en SSH. Donc la destination, ça va faire il faut prendre en compte la destination pour être capable de prendre des décisions éclairées. Oui. Par rapport quand la personne va accéder à son compte, peu importe, oui. de n'importe où, à Montréal, oui. Même s'il n'est pas d'abord, il a commencé lundi chez lui, le lendemain chez un pote, à l'école, etc. Oui. Mais chaque jour, il fait toujours la même chose, donc travailler. Est-ce que ça va être un problème ou il faut juste dire d'accord, la personne aime se déplacer, mais quand elle se connecte, fait toujours la même tâche? Ça dépend de la gestion de risque de l'entreprise. Exact. L'important, c'est de donner la latitude à l'entreprise de faire cette décision-là, ce qui n'existe pas actuellement sur beaucoup d'architectures d'entreprise. On ne pense pas à ça. Déjà, les questions que tu commences à te poser, tu ne peux même pas les appliquer si tu travailles dans une grosse entreprise qui n'a pas encore pensé à ces types de principes-là. Fait que tu commences à se poser cette question-là, faire la gestion de risque, commencer à penser est-ce que j'ai envie que ce type de scénario-là soit alloué ou pas? Déjà, tu es rendu dans un autre, tu es rendu loin. Tu es déjà rendu plus loin de certaines entreprises. Fait que la réponse peut être oui ou non. C'est pas grave, ça dépend en fait de la gestion d'entreprise. Est-ce que tu veux que ça soit correct ou pas? Une autre question? Est-ce que vous pensez que s'il y avait la pandémie, quelqu'un commençait à travailler dans la maison, est-ce que Zero Trust aurait eu un souscrit l'intérêt qu'il a souscrit ou plus en intérêt de toute façon? Je pense que ça s'en venait dans la même direction. Ça a accéléré. Ça a accéléré. Une bonne question. Ça a vraiment accéléré. Je pense que ce qui a vraiment... Les gens se sont réveillés en disant, mon Dieu, depuis 30 ans, depuis que j'opère mon entreprise, tout est désigné pour que j'aie des employés entre mes 4 murs qui accèdent des applications qui sont dans mon centre de données, qui sont aussi entre les mêmes 4 murs. Donc, on faisait beaucoup de sécurité au périmètre, puis on considérait qu'il y avait une confiance implicite. Si tu étais physiquement assis dans les bureaux d'entreprise, on avait confiance, puis voilà, tu avais les accès aux différentes applications. Du jour au lendemain, forcé de faire travailler tout le monde de la maison, là, les gens peuvent se connecter de leur salon, peuvent se connecter de leur réseau Wi-Fi de chez eux, du Starbucks, du Tim Hortons. Il y a des risques associés à ça. Donc là, les gens se sont réveillés, on dit on n'est plus capable d'avoir cette notion de confiance parce que la personne est assise dans le bureau. Les gens peuvent travailler de n'importe où. Il faut trouver une nouvelle façon
de protéger nos informations personnelles, de protéger nos données. Et effectivement, le Zero Trust, c'est une réponse à ça. Ouais. Deuxième étape, on a parlé de contrôle. Donc, chacune des connexions qui est faite, on veut savoir c'est quoi le risque. Essentiellement, est-ce qu'il y a un risque associé, est-ce qu'il y a un risque plus grand associé à un site web en particulier parce qu'il est hébergé en Corée du Nord, par exemple. Donc, c'est ce genre de décision-là qu'on veut aussi, ce genre d'informations-là qu'on veut prendre en compte dans les décisions. Et on veut aussi s'assurer de regarder ce qui est quoi le contenu. Qu'est-ce que Victor est en train de faire en accédant à son courriel? Est-ce que c'est en train d'écrire un courriel pour l'envoyer à son patron ou ils viennent de cliquer sur un lien qui ressemble drôlement à une attaque de phishing parce qu'ils pensaient que le prince saoudien il avait offert $1 million. Donc, tu sais, c'est ce genre de choses-là qui sont importantes à prendre en compte, c'est de savoir qu'est-ce que l'utilisateur est en train de faire, quel genre de données sont en train d'être échangées. Donc, ça va dans les deux sens pour prévenir que la machine de Victor se fasse infecter par un ransomware, un malware, tout ça. Et dans l'autre sens, pour éviter que Victor puisse envoyer sur l'Internet des données sensibles à mon entreprise. Moi, je suis une entreprise manufacturière qui fabrique des avions et ma propriété intellectuelle, ce sont tous les diagrammes sur comment fabriquer les avions. Effectivement, c'est le genre d'information que je ne veux pas qu'ils sortent sur l'Internet. Donc, de prendre ça en compte, c'est très important aussi dans chacune des décisions. On a parlé tantôt, je vais skipper, juste parler rapidement, mais quand on veut regarder ce qui se passe, qu'est-ce que Victor fait, c'est important de décrypter le trafic qui est encrypté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu du trafic sur un réseau, si vous mettez un Wireshark sur un réseau ou un Spanport sur un switch réseau, vous regardez ce qui se passe sur un réseau, 80-90% des paquets qui sont envoyés sont encryptés entre l'appareil et le serveur, entre le client et le serveur, en HTTPS par exemple. Les sites que vous visitez sont à peu près tous HTTPS. Donc, comment tu fais pour savoir ce qui se passe là-dedans si tu ne fais pas de décryption, si tu n'ouvres pas les paquets? Si on regarde un paquet Internet ou un paquet HTTP, pardon, mais si on regarde sans la décryption, tout ce qu'on voit, c'est ce paquet-là est destiné vers tel site web. C'est tout. Quand on fait la décryption, donc quand on décrypte ce paquet-là et qu'on regarde le contenu, bien là, on va avoir effectivement beaucoup plus d'informations qui vont nous aider à prendre une décision. Donc, il va sur tel site, mais il va downloader tel fichier. C'est une requête GET. Voici son type d'appareil qu'il utilise, le type de browser, le furteur web. Donc, on a beaucoup plus de contexte. Est-ce que vous avez déjà fait un PCAP avec Wireshark ou quelque chose comme ça, intercepté du réseau? Est-ce que vous aviez intercepté du HTTPS ou du HTTP? Les deux. Imaginez, est-ce que vous avez déjà crafté des paquets pour, par exemple, compromettre un site web vulnérable, des trucs comme ça? Bien, il y a des bonnes chances que si vous le fassiez comme ça en HTTPS et que c'est déchiffré, bien, votre paquet n'aurait juste pas passé. Fait que c'est pour ça aussi encore dans la vraie vie, tout ce qui est cool dans un CTF, dans un hack the box ou des fois c'est dans des choses comme ça, quand tu as un système qui est capable de déchiffrer et de le voir, bien là, ça ne sert plus à grand-chose. Fait que le mindset est un peu différent aussi quand on attaque et on défend dans la vraie vie. Puis voilà, la dernière slide qui montre tout ça ensemble, c'est effectivement, une fois qu'on a pris tous ces 6 éléments-là de contexte, de savoir c'est qui, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il accède, c'est quoi le risque associé, qu'est-ce qu'il transporte. Une fois qu'on a pris en compte tout ça, là, on va prendre une décision, on va dire, est-ce qu'on va permettre cette connexion-là? Est-ce qu'on va permettre à Victor d'accéder à cette destination-là, à ce serveur-là, à ce site web-là, ou non? En gros, c'est ce qui est fait. Puis le Zero Trust, c'est de recommencer tout ce processus décisionnel-là à chaque fois que Victor accède à une destination différente. Donc, ça va sur Facebook, on vérifie ça. Ça va sur Outlook, on vérifie ça. Ça va se connecter sur un serveur à l'interne, on vérifie ça. Se connecte en SSH sur un serveur à l'interne, on vérifie ça. Donc, c'est le faire à chaque fois pour s'assurer que, il n'y a pas de risque à chaque nouvelle tentative de connexion. Je pense que je vais skipper le parallèle, mais l'idée d'un Zero Trust, c'est que vous vous présentez sur la rue, vous voyez toute la rue, puis vous pouvez aller cogner aux portes. Vous êtes sur le réseau, vous voyez tout ce qui se passe sur le réseau. Zero Trust, si on va vous dire, tu ne verras pas tout ce qui se passe sur le réseau parce que tu es Victor, toi, tu vas voir juste la porte bleue puis la porte rouge. C'est tout ce que tu vas voir. Donc, tu es assis sur le réseau, si on veut. Les seules choses que tu vois, c'est des applications auxquelles tu as accès. Ouais. Dites que le Zero Trust s'est appliqué comme avant la connexion, ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi le principe qui est appliqué aussi pendant qu'on est connecté? Ouais. Ouais. Donc, si on continue à analyser la transaction, une connexion, c'est par exemple une connexion TCP, il y a une connexion qui est établie, puis il va y avoir des paquets qui sont envoyés, qui sont reçus.
Donc, pendant tout ce flow-là, s'il commence à y avoir quelque chose de malicieux, par exemple, ça va télécharger un virus, ben, on va être capable de C'est bloquer la paquet par transaction. paquet. Exact. C'est paquet par paquet. Ouais. Ça, c'est notre hot take, en fait, de la journée. S'il y a quelque chose que vous pensez, en fait, qui va arriver, nous, les deux, on en a parlé un peu avant. On pense que les réseaux vont disparaître à terme. On a mis des sources en bas. Moi, j'ai beaucoup lu, j'avais déjà lu sur Qualcomm. Simon avait eu l'expérience chez Cisco aussi. On pense que tout ce qui est firewall, switch, access point va commencer à disparaître en faveur des réseaux 5G qui se connectent directement. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple concret, le laptop qui est là n'aurait plus besoin de se connecter au Wi-Fi, tout simplement parce qu'il y a une carte 5G qui se connecte directement par satellite. Donc, ça va encore changer. Oui, excusez, j'ai dit satellite, mais oui. Bien, satellite aussi, en fait, ça se peut. C'est pas impossible avec le réseau d'Elon Musk, avec Starlink. Exact. Mais c'est un peu le même principe. Donc, on pense que les réseaux d'entreprise ne vont plus vraiment exister à terme. D'ici 10-15 ans, peut-être que tout va avoir une chip comme un cellulaire, en fait. Le cellulaire fonctionne que vous soyez sur le Wi-Fi ou pas. Donc, potentiellement, à terme, les ordinateurs aussi, je pense que c'est une question de temps. Exact. Donc, essentiellement, les entreprises ont bâti des réseaux parce qu'il y avait besoin de connecter plein de gens à leurs applications qu'ils hébergeaient chez eux, donc des serveurs qu'ils ont chez eux. Il y a deux aspects qui vont contre ça aujourd'hui, ou en fait qui font évoluer. C'est que les gens ne sont plus nécessairement au bureau et c'est que les applications ne sont plus nécessairement hébergées dans les bureaux des compagnies. Les gens déplacent leurs applications vers l'Internet, vers les fournisseurs cloud comme les Amazon Web Services, les Microsoft et tout ça, pour éviter de gérer ces serveurs-là à l'interne. Donc, vraiment d'aller consommer des ressources natives qui sont disponibles sur Internet. Donc là, la question se pose, si mes utilisateurs n'ont plus besoin d'accéder à des ressources qui sont dans mon centre de données, si j'ai plus de gens qui travaillent dans mes bureaux ou si j'ai plus besoin d'offrir du Wi-Fi pour que les gens aient un accès performant aux applications, bien, pourquoi est-ce que je commencerai à bâtir des réseaux? Pourquoi est-ce que je commencerai à distribuer des points d'accès Wi-Fi comme il y a accroché au plafond ici, si tout le monde a accès avec une connexion cellulaire avec la 5G, la 6, 7, 8G qui s'en vient? Donc, c'est vraiment de penser à dire, bien là, maintenant, tout ce qu'on a, c'est essentiellement plein d'appareils qui sont se projetés dans le futur, qui vont avoir tous des accès via la technologie cellulaire parce que ça va être assez rapide, et des applications qui sont hébergées sur l'Internet qui sont dans le cloud. Donc, si on part de ce principe-là, bien maintenant, ce qu'il faut sécuriser, c'est plus un réseau avec un périmètre puis des pare-feux ou des firewalls qui vont sécuriser ça. Ce qu'il faut sécuriser, c'est la connexion de chacun de ces appareils-là vers la destination. Donc, il n'y a plus de notion de réseau d'entreprise, il n'y a plus tellement de notion de périmètre. Il y a de moins en moins, les réseaux sont encore là, mais les réseaux, c'est Bell, c'est Rogers, c'est Vidéotron qui nous l'offrent parce qu'on consomme la connectivité cellulaire sur leur réseau. Mais on est tous quand vous êtes sur votre réseau cellulaire, je ne suis pas capable de voir le téléphone cellulaire, je ne suis pas capable de me connecter au téléphone cellulaire de Victor, même si les deux, on est sur Bell, par exemple, parce qu'on est tous, la seule connectivité que Bell nous donne, c'est notre appareil vers l'Internet. Donc, c'est là où il y a vraiment un shift là, des mentalités, c'est de dire, les réseaux d'entreprise tels qu'on les connaît depuis, ça a été inventé dans la fin des années 90, sont amenés à disparaître parce que tous les appareils vont effectivement être connectés sur des réseaux cellulaires parce que la vitesse est là, parce que vous êtes capable d'aller chercher des vitesses avec la 5G, tout ce qui va venir plus rapide qu'avec du Wi-Fi. Donc, pourquoi se donner le trouble de déployer du Wi-Fi pour connecter nos utilisateurs? Puis mes applications ne sont plus hébergées chez nous, sont des applications SaaS. Il n'y a pas personne qui va déployer Facebook chez lui. Tout le monde consomme Facebook qui est sur Internet. Donc, c'est ce genre de choses-là qui changent les façons de faire les entreprises tranquillement, mais sûrement. On n'est pas là, pas demain la veille, mais c'est vers là que ça s'en va. Pas chez les entreprises, les maisons aussi. Oui, exact. C'est une question de temps avant que vous ayez plus de routeur chez vous. Tout le monde a son cellulaire. Le réseau, à un certain moment donné, ne sera plus bottleneck par comme 15 gigs par mois, 20 gigs par mois. Tout le monde va tomber peut-être à 200-300. Puis il n'y aura plus vraiment cette notion de penser à avoir du Wi-Fi chez vous parce que tu n'as pas ton cellulaire 24/7 puis avoir un hotspot chez toi, peut-être, quelque chose comme ça. Changement de mentalité. Exact. Donc, je vais laisser sur la slide à la fin. Pour nos coordonnées, le Discord de Police Cyber, puis évidemment, on est là pour prendre des questions. Est-ce qu'il y a encore un problème lié à la performance
vu qu'il y a différentes couches de sécurité supplémentaires pour le Zero Trust Architect? C'est une excellente question. C'est une question qu'on se fait demander souvent aussi, parce que j'ai montré 6 étapes de choses à prendre en compte à chaque fois qu'il y a une connexion. En contrepartie, les technologies que les différentes compagnies de sécurité mettent en place, ça arrive à bâtir pour gérer ça, tout ce processus décisionnel-là, à chaque connexion, font en sorte que ça n'ajoute pas, vraiment que ça ne dégrade pas l'expérience utilisateur. Ça n'ajoute pas de latence significative. Les GPU, les processeurs sont assez puissants pour ceux qui gèrent ces services-là dans les firewalls ou les nouvelles architectures pour faire en sorte que tout ça, tu passes à travers plein d'appareils, plein de décisions de sécurité, mais ça ne te ralentit pas. Je ne le remarque pas toujours. Puis aussi, certaines technologies vont faire en parallèle. Tu sais, on a mis un stack un par-dessus l'autre, ça semble être en série. Tu sais, un après l'autre, mais des fois, ça va être en parallèle. Donc là, un va être là, le 2 va être là. Fait que dans le fond, le paquet est comme divisé, fait en parallèle, puis reconstruit à la fin pour. La connexion est toujours terminée, en fait. On termine la connexion, pose des contrôles, puis ensuite, on bâtit le paquet. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a la logique derrière l'architecture? Est-ce que c'est une logique prédéfinie, avec des règles prédéfinies, ou bien est-ce qu'il y a une machine qui apprend et puis qui prend la décision d'une manière autonome par la suite? Il y a les deux. Ouais, il y a les deux. Exact. Il y a les deux parce que tout simplement, tu peux tout faire manuel presque encore en 2022, mais c'est une question de temps avant que le machine learning, que l'AI vienne. C'est une courbe. C'est une courbe, on le voit, il y a certains contrôles que nous, on a dans cette entreprise-là qui sont presque purement AI/ML, mais tu vois que ça augmente. À chaque mise à jour, il y en a genre un niveau de plus qui est comme purement AI/ML que tu ne peux même pas toucher manuellement parce qu'il y a tellement de succès. Les modèles sont tellement bien construits que le modèle est répétable et ça fonctionne très bien à chaque fois. Fait, c'est un peu des deux, mais on s'entend sur le futur, ça va être de moins en moins manuel parce que les modèles sont de mieux en mieux construits. Souvent, c'est la différence entre une décision qu'une entreprise peut prendre pour leurs employés. Par exemple, une entreprise pourrait dire, moi, je veux faire en sorte que les gens qui travaillent avec mes appareils, tous mes employés n'ont pas accès à des sites de gambling, par exemple. Donc, ça, c'est une décision d'entreprise. Donc, ça, c'est un contrôle manuel. Quelqu'un va aller mettre la règle en place et dire, tout ce qui est gambling, jeu en ligne, je veux bloquer ça, parce que c'est une perte de temps pour les employés, par exemple. Donc là, tu n'as pas nécessairement un contrôle de machine learning qui vient prendre ça en place. À l'inverse, détecter des cybermenaces, la nouvelle attaque, la nouvelle façon d'attaquer, le nouveau virus, le nouveau ransomware, ce n'est pas nécessairement une décision. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont dire, moi, je n'ai pas envie de me prévenir contre les cybermenaces. Donc, tout le monde veut le faire. Donc, ça, c'est le genre de politiques qui sont automatisées avec l'apprentissage machine pour dire, on l'a vu. On voit une attaque qui est en train de se former ailleurs dans le monde, puis on va apprendre de ça, puis automatiquement, on va bloquer ça.